Maintenant, si on regarde qu'est-ce qu'on doit faire pour gérer notre documentation, notre greffe électronique, la première chose, on avait parlé, vous avez une obligation de garder un bon ordre, bien, classer de façon ordonnée tant les dossiers que les documents. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire les mettre dans des petites filières, ça veut dire avoir un système de référencement. Ça peut être par la valeur de hachage, l'identifiant unique, ou ça peut être par n'importe quel champ de métadonnées. Il y a beaucoup de logiciels de gestion de documentaire qui nous permettent d'identifier tel document appartient à tel client ou à tel dossier de tel client. Donc, on va être capable d'ordonner notre information de la même façon. Un élément clé dans le domaine technologique, c'est la gestion de la confidentialité du secret professionnel ou des confidences qui vous sont faites dans le cadre de vos fonctions. Il faut définir les droits d'accès. Et ça, c'est un des maillons faibles des ordres professionnels à l'heure actuelle où on dépend comme professionnel de spécialistes DTI. Et alors qu'à une autre époque, bien, nos dossiers, on était capable de barrer un classeur, barrer une porte, fermer une porte en sortant de notre étude. Dans le monde électronique, fermer les portes de nos serveurs, gérer les droits d'accès de tout le monde, c'est pas inné. Donc, on dépend sur des tiers. Il faut avoir en place des procédures, encore une fois, documentées, qui instruisent les tiers, les gens de TI qui nous supportent, à savoir qui a droit d'accéder à quoi, comment, pourquoi, et encore une fois, peut-être que ce serait souhaitable de journaliser pour capturer l'historique des transactions qui ont eu lieu sur un dossier, sur un document. Il faut maintenir l'intégrité pendant l'ensemble du cycle de vie. On peut le faire de façon individualisée. On a parlé un petit peu plus tôt de la création d'un PDF signé qui va être chiffré, qui va être gelé là dans le temps. Mais ça ne veut pas dire que ce fichier-là, même si lui-même maintient son intégrité, la survie lui-même du document est névralgique. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que la copie qu'on a sur le serveur n'est pas effacée par quelqu'un? Bon, on remonte encore au droit d'accès. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que si le disque dur rend l'âme ou le serveur rend l'âme, on a encore une copie, on a une copie de sauvegarde. Donc, il y a tout un écosystème qu'il faut monter autour de votre greffe numérique qui n'existait pas à une autre époque. Et là, je vais chercher dans mes slides, je pense que c'était un petit peu plus loin. Je voulais vous montrer une histoire que j'ai trouvée fort inspirante. La voici. Qui reconnaît cette photo? Ouais, pas plus de monde que ça. Ça, c'est le lac mégantic. Fait que vous écoutez pas 45 heures de télé par semaine. C'était pas vrai, ça non plus. Qu'est-ce que vous remarquez de particulier à lac mégantic? Il n'y a plus rien, hein? Là, il y a un petit bloc de béton en arrière, vous ne le voyez pas, là, mais c'est à peu près gros de même, l'affaire qu'on voit. Là, c'est comme un gros bloc Lego, ça photo. Bien, ça, c'est la voûte anti-feu d'une notaire. L'ensemble des documents qu'il y avait dans sa voûte, me dit-on, ont résisté au feu. Pourquoi? Parce que les notaires ont une obligation légale dans leur réglementation d'avoir une voûte, puis là, je cite de mémoire, qui est capable de tolérer une température de 675 degrés Fahrenheit pendant 8 heures. Elle en avait une. Il y a d'autres notaires autour, ça a l'air, qui ne se conformaient pas à la réglementation parce qu'il y a un paquet de notaires qui n'ont plus leur acte notarié. Mais une chose, la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est que les notaires à lac mégantic, qui avaient une pratique 100% papier, à l'exception de madame, se sont envolés. On les a plus, les actes. Oubliez le caractère authentique, il n'existe juste plus. Ceux qui, peut-être illégalement, parce que les notaires ont des obligations très sévères, avaient numérisé l'ensemble de leurs documents, mettons qu'ils avaient gardé les copies papier, là. Ils avaient numérisé l'ensemble de leurs documents et qu'il y avait une copie de sauvegarde en respectant les meilleures pratiques, c'est-à-dire que ma copie de sauvegarde, elle ne peut pas être juste à côté de mon ordinateur, là. Si mes données sont dans mon ordinateur, ma copie de sauvegarde doit être ailleurs, à mon chalet, n'importe où. Bien, ces gens-là ont encore leur greffe au complet en format électronique, plutôt que d'être passé par là. Et je sais que cette réalité-là est en train d'avoir des impacts majeurs sur beaucoup d'ordres professionnels qui sont en train de remettre en question la logique du papier, de maintenir le papier, de l'importance de conserver le papier. On a un exemple tangible des catastrophes qui sont liées à la conservation du papier. Je parlais pendant la pause un petit peu plus tôt avec un arpenteur géomètre qui me disait que lui, ses classeurs étaient fermés, puis tout ça, qui fermait à clé le soir venu. Mais il m'a aussi dit que juste au-dessus de son classeur, il y avait des gicleurs.
L'acte authentique dans un classeur avec un gicleur, il risque d'être mouillé. Il y a des compagnies qui se spécialisent pour sécher les papiers, là. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui travaillent sur le dossier de l'acte mégantique, mais c'est pas idéal. On devrait encore une fois avoir une copie électronique. Donc, même pour les insécures qui voudraient pas transformer leur pratique au complet au format numérique, je vous invite à juste numériser vos dossiers, quitte à garder tout votre papier. Vous allez voir, l'essayer, c'est de l'adopter. Vous ne retournerez plus jamais dans vos salles d'archives sortir vos dossiers. Ça me fait penser à quelque chose que quelqu'un d'autre me disait pendant l'heure du lunch. Il me disait que beaucoup d'arpenteurs géomètres numérisent déjà leurs documents et gardent leurs originaux de côté, ce qui est bien correct. Mais que quand vient le temps de faire un acte, d'émettre un acte conforme, ils vont pas chercher l'original. Ils l'impriment de leur base de données. Ça, c'est coquin, ça. Si l'inspection, le syndic savait ça. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est pour vous démontrer encore une fois à quel point l'original a plus son utilité comme à une autre époque où on ne connaissait rien d'autre que le papier et les sceaux. Puis si je ne l'ai pas suffisamment répété, ben vous me réinviterez l'an prochain. Quel document, à l'heure actuelle, vous ne créez pas en format électronique? Et ça, c'est pas une question piège, c'est une question que je me suis posée moi-même en montant la présentation. Qu'est-ce que vous ne créez pas d'abord en format électronique? Une carte de terrain? OK. Puis ça a l'air de quoi en pratique? C'est parce qu'il n'y a pas de logiciel qui permette de faire ça? Oui. Ah, les notes de terrain. Excusez-moi. Ben, les notes de terrain, OK, je comprends. Ça pourrait se faire sur un iPad, ça pourrait se faire sur un ordinateur portable. Donc, ça, c'est plus une us et coutume. Vous apportez votre petit bloc-notes sur le terrain. Y a-t-il d'autres documents que vous ne créez pas électroniquement à l'heure actuelle? Mais je serais intéressé par quelque chose, là. Je vais être convaincu qu'il y a des documents que vous ne pouvez pas être capable de créer de façon électronique. Allez, la gang que vous êtes, là, vous allez réussir à m'avoir, là, s'il vous plaît. Non? Oui? L'attestation de validation des... OK. Puis là, je suis pas sûr que je comprenne parce que de ce que j'entends, si vous avez besoin d'attester de quoi que ce soit, ni plus ni moins, ce que vous faites, c'est que vous apposez votre signature ou votre sceau. Ben, à l'heure actuelle, à ma connaissance, ça se fait plutôt papier. Peut-être qu'à la réflexion, ça pourrait se faire électronique aussi. Et c'est fait en format papier parce que le papier vous provient d'un tiers ou c'est vous qui le générez papier? Parce que c'est nous autres qui le générons papier. Fait que vous le générez, vous prenez une feuille de papier puis vous écrivez à mitaine dessus? On a l'obligation de produire ce document-là, mais la forme n'est pas... C'est vrai que la forme n'est pas prescrite. Donc, on pourrait taper cette attestation-là puis la signer avec notre signature notarius? Vraisemblablement. OK. Bon, je pense qu'on a vidé le sujet. Là. Je pensais que vous aviez effectivement des documents, puis là, j'admets candidement ne pas être arpenteur, géomètre, donc il y a toujours des exceptions d'habitude, puis là, vous êtes encore plus merveilleux que ce que je vous avais dit au début. Il n'y en a même pas d'exception. C'est-tu pas le fun, hein? Donc, qu'est-ce que ça vous prend comme outil pour avoir un greffe électronique demain matin? Pas bien compliqué. Un ordinateur ou même maintenant une tablette. Bon, le décalage qui existe encore entre l'ordinateur et la tablette, c'est que la tablette, entre autres de Apple, n'a pas nécessairement toutes les applications auxquelles on est habitué, bien que ça a tendance à changer rapidement. Puis Microsoft vient de sortir une belle petite tablette qui, semble-t-il, peut rouler à peu près toutes les mêmes applications que sur un ordinateur. Donc, ça, on est déjà bien parti. Vous êtes capable de générer des documents, vous êtes capable d'apposer votre signature, et même des logiciels qui n'existeraient pas sur iPad ou autre tablette, ces logiciels-là peuvent être installés sur des serveurs distants. Donc, il vous serait possible sur votre tablette de vous brancher à distance. Est-ce qu'il y en a beaucoup ici qui utilisent un VPN ou un Thin Client qu'on appelle pour se brancher à leur bureau
accéder à leurs applications, quand même pas mal de monde. Donc, vous pouvez faire la même chose avec des applications qui ne rouleraient pas nativement sur une tablette. Allez les utiliser à distance, générez vos documents à distance sur vos serveurs, appliquez votre signature à distance, tout ça à partir de votre tablette ou de votre ordinateur. Ce que ça vous demande, c'est d'avoir accès à un réseau Internet. Maintenant, le Wi-Fi est pratiquement partout, puis s'il n'est pas partout quand vous êtes dans le champ, ben la majorité des paquets de telco vendent des petites cartes là, style USB, où vous êtes capable de vous brancher d'à peu près n'importe où dans le monde à l'aide de communication satellitaire pour vous brancher à distance sur un environnement. Une autre chose, caméra numérique. Bien, la caméra numérique est même intégrée dans certains cas au iPad. Si vous en voulez des plus de luxe, vous pouvez prendre vos photos avec des gros appareils numériques. Donc, votre dossier, l'idée ici est de revoir vos processus d'affaires pour générer de la documentation numérique plutôt que de générer du papier. Fait que laissez votre bloc-notes au bureau, partez avec un laptop ou un iPad, un appareil photo digital. Qu'est-ce que ça demande d'autre en pratique chez vous? Il faut recréer notre environnement papier. Regardez comment vous travaillez quand vous êtes dans le papier. Vous avez devant vous, normalement, un pad sur lequel vous prenez des notes. Puis à côté, vous avez le livre ou la documentation que vous lisez. Donc, vous avez au moins 2 interfaces, voire 3. Et dans le monde électronique, il faut faire la même chose. Quand je vois des gens qui travaillent avec un moniteur devant eux autres, ça me rend fou. Maintenant, ça prend 2, 3 moniteurs. Ça prend du real estate visuel, là. On veut pouvoir avoir d'un côté peut-être notre inbox, là, Outlook, voir les choses qui rentrent dans le calendrier, tout ça. Devant nous, le document qu'on est en train de taper, puis de l'autre côté, le document duquel on est en train de faire du copier-coller. Autrement, on est obligé de squeeze la fenêtre, rouvre la fenêtre, ferme la fenêtre, ouvre la fenêtre. C'est hautement dysfonctionnel. Faut recréer l'environnement dans lequel on travaille. Recréer l'environnement dans lequel on travaille, ça veut aussi dire remplacer notre papier, notre crayon, nos post-it, nos surligneurs et toute cette papeterie-là qui est requise dans le monde physique et avoir des outils qui nous permettent de faire la même chose. Je reprends encore l'exemple d'Acrobat parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Dans Acrobat, vous pouvez annoter, surligner, souligner, modifier, commenter, name it. Là, vous pouvez faire la même chose et même plus que sur du papier. D'ailleurs, une des choses que vous pouvez faire avec un logiciel comme ça, vous pourrez jamais faire sur du papier, c'est de lancer une recherche par mots-clés. Y a-t-il quelqu'un qui a réussi à faire ça sur du papier? Pensez-y. Et chose que vous avez déjà, la signature numérique que vous utilisez. Grosso modo, là, ça ressemble au bureau minimaliste. Vous pourriez avoir un logiciel de gestion de la pratique aussi là, qui va vous aider à ouvrir vos dossiers clients, faire de la facturation, des choses comme ça. Là. Mais même cette partie-là, elle n'est pas nécessaire pour avoir un greffe numérique. Je vous ai parlé de la tablette de signature. Donc, si on passe à travers les étapes, première étape du cycle de vie, la réception d'un document, bien, lorsqu'on reçoit du papier, on numérise. Et là, de 2 choses l'une. Ou bien on retourne l'original à notre client. Donc, si vous travaillez avec des originaux, vous ne voulez pas porter le fardeau de conserver cet original-là, vous le retournez à l'autre, ou alors vous le détruisez, dans la mesure où votre processus de numérisation est conforme à ce qu'on discutait ce matin. Et dans la mesure où vous recevez un document technologique, bien là, vous avez l'obligation de le maintenir dans l'état où il était le jour où vous l'avez reçu. Comment est-ce qu'on fait ça? La majorité des environnements de serveurs qui sont implantés aujourd'hui, lorsqu'on y dépose un document, il y a possibilité, puis là, je ne veux pas rentrer dans le jargon technique, là, mais d'avoir des serveurs de type Content Addressable Storage qui font que dès lors qu'on y dépose un document, il ne sera plus modifié ou modifiable. C'est souvent une fonction qu'on doit activer sur les serveurs. Encore une fois, si vous aviez un environnement infonuagique, ça serait pris en compte et tous les documents que vous déposeriez dans cet environnement-là demeureraient inaltérables. Étape suivante, la copie de papier, c'est classique, on l'a vu, j'ai tourné en dérision pas mal l'utilité de copier du papier au papier. Je vais plutôt m'intéresser à comment est-ce qu'on copie des documents technologiques. Et c'est souvent là où je perds les gens que le monde me dit « Oh my God, c'est donc bien compliqué. » Je vous ai dit tout à l'heure, faire un copier-coller d'un document, on va avoir une copie. C'est un genre de demi-mensonge, là. Si vous faites ça, vous allez altérer certaines métadonnées, malheureusement. Bon. Comment est-ce qu'on règle ça? On règle ça en prenant un petit outil de collecte Forensic Collection. Si vous allez sur Google, là, vous allez voir, il y en a un paquet. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça s'installe en arrière de votre ordinateur, puis ça donne une petite
piqûre comme analgésique à votre ordinateur pour le futur. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que à l'avenir, quand vous allez prendre un document puis que vous allez dire, mettons, copier ce document-là, puis là, au lieu de faire le copier-coller standard de Windows, vous allez faire copier à l'aide de l'application XYZ. Bien, quand vous dites ça, le logiciel endort votre ordinateur en disant « Oublie que je suis en train de te fouiller dedans, là. Prends une copie, dépose une copie. » L'ordinateur n'a rien vu, il n'y a aucune métadonnée qui a été changée et la valeur de hachage est maintenue. Donc, le document est une copie conforme. Ces logiciels-là, bon, il y en a, vous pouvez en acheter, là, il y en a qui ont un paquet de fonctionnalités tripantes, là, vous pouvez payer jusqu'à 5-6 000 $ pour un de ces logiciels-là. Il y en a en open source. Même si vous payez 5-6 000 $, souvent les gens me disent, alors, 5-6 000 $ juste pour faire des copies. À chaque fois que je me fais dire ça, je me retourne de bord et je regarde la machine multifonction Xerox qui est là, qui vaut 40, 50, 100 000 $. Alors que tout ce qu'elle fait, c'est copier un bout de papier. Il n'y a aucune autre fonctionnalité là-dessus. Le logiciel que vous allez utiliser vous permet de maintenir l'intégrité de votre greffe numérique. Il me semble que c'est une dépense qui vaut pas pire la peine. Donc, outil peu cher, très efficace pour assurer une copie conforme, systématique de l'ensemble de votre documentation. Transfert de l'information, j'en ai déjà parlé beaucoup, je vais passer rapidement. Donc, numériser, tout comme imprimer, même logique, on parle de transfert au sens de la loi. Les règles, on les a vues un petit peu plus tôt ce matin. Il y a une règle de laquelle je n'ai pas parlé qui est très importante, c'est lorsqu'on veut faire de la numérisation de substitution, c'est-à-dire prendre le document original et le déchiqueter, le détruire, le brûler, on doit documenter le processus. Bien, documenter le processus, c'est pas très, très complexe. Ce que la loi exige, c'est d'abord qu'on documente le format d'origine du document. Dans la majeure partie des cas, ça va être du format papier, format technologique. Du procédé de transfert utilisé. Ça va vouloir dire, par exemple, si j'utilise, je reprends mon exemple, la machine Xerox modèle XY ou le Fujitsu Scan Snap, whatever, je vais devoir définir comment je l'ai fait. Pourquoi est-ce que je m'intéresse à la machinerie, à la quincaillerie tant que ça? C'est parce que l'autre critère, c'est que je dois conserver ce qui démontre les garanties que la machine, le procédé offre pour maintenir l'intégrité du document. En termes simples, ça veut dire le petit manuel d'utilisateur qui vient avec votre numériseur, il faut que vous le gardiez. Fait que si vous avez une politique de rétention documentaire, c'est le petit guide d'utilisation, le manuel d'utilisation, vous devez le garder ad vitam aeternam parce que vos actes dans le passé ont été faits avec, même si vous changez de machine. Ce sont les exigences minimalistes du législateur pour pouvoir détruire l'original. Donc, vous voyez que c'est pas très contraignant. Là où c'est plus contraignant, c'est qu'au-delà de la documentation de l'acte de numérisation elle-même, ce que l'on doit documenter, c'est l'ensemble du processus. Parce que même si vous avez le meilleur processus de numérisation au monde, si une fois que vous avez numérisé vos documents, sont dumpés sur un serveur sur lequel n'importe qui peut faire n'importe quoi, ben votre processus vient d'être annihilé complètement. Parce que le maintien de l'intégrité n'existe plus. Donc, il faut regarder encore une fois l'ensemble du cycle de vie du document et non pas juste le mécanisme de numérisation. Puis là, je vous dis ça, puis vous vous dites, ben là, c'est évident que si après ça, je le mets puis que n'importe qui peut le changer, ça n'aura pas la même valeur juridique, il y a un risque de porter atteinte à l'intégrité. Ben, on a travaillé avec des banques qui ont investi des millions de dollars dans des processus de numérisation. Grosse machine, gros staff, grosse formation, puis une fois que les documents étaient numérisés, ils dumpaient ça sur un file server auquel il y avait des milliers d'employés qui avaient accès, aucune norme de contrôle qui avait été mise en place. Donc, vous devez avoir un environnement qui reçoit ces documents-là, mais aussi le processus de numérisation doit s'assurer du maintien de l'intégrité. On se souvient, non-altération et intégralité du document. Donc, vous devez avoir une procédure qui va définir comment est-ce que vous faites ça. Est-ce qu'au jour 1, vous prenez vos documents, pitchez ça dans le scanner, pesez sur scan, puis après ça, vous passez à une autre chose? Non, non. Vous devez faire une vérification de la qualité, vous assurer que les documents numérisés, si vous rentrez 5 pages, vous avez effectivement 5 pages en format électronique, qu'il n'y a pas une page pliée. Vous devez aussi avoir une procédure qui va définir qu'est-ce qu'on fait quand, par exemple, il y a un post-it dessus. Est-ce que je numérise ma page avec le post-it, puis là, on ne voit pas les mots?
Est-ce que je sors le post-it tout seul, puis je scanne le post-it, puis après ça, le document? Donc, il y a un paquet de décisions d'affaires que vous devez prendre. Il y a des meilleures pratiques qui existent déjà dans le domaine, mais vous devez avoir un guide, une procédure de numérisation qui va définir du jour 1 où vous prenez le document jusqu'à sa numérisation, en passant par sa conservation et ultimement sa destruction. Donc, destruction, là j'ai sauté un petit peu de temps. Le critère de destruction pour détruire, faire de la numérisation de substitution, on doit s'assurer de respecter les autres lois et le législateur porte une attention particulière à la protection des renseignements confidentiels et personnels. Quand vous détenez cette information-là, vous devez vous assurer que les documents sont déchiquetés et qu'on n'est pas capable de restaurer cette documentation-là, d'avoir accès aux renseignements privés. On doit aussi définir, tout comme pour la numérisation, une procédure de destruction. Comment est-ce que les documents vont être détruits? Là, encore une fois, vous vous dites, ben là, shredder un bout de papier, tout le monde est capable de faire ça. Oui, mais il y a plus que shredder le papier. Quand on pense à la destruction, on doit penser au cycle de vie de l'information, et dans le cycle de vie de l'information, il y a de la technologie. La technologie, votre ordinateur, c'est un morceau de technologie. Quand vous allez remplacer votre ordinateur, si l'ensemble de votre greffe numérique était dessus, là, vous ne pouvez pas juste faire delete tout puis mettre ça sur le coin de la rue. Vous devez vous assurer de détruire vraiment l'information. Et quand je dis détruire vraiment, peut-être que je vais vous apprendre quelque chose, mais un ordinateur, c'est très tough d'effacer ce qui se passe dessus. Il se souvient d'à peu près tout pour toujours. Pourquoi? Parce que un disque dur, c'est normalement 3 disques qui tournent très vite avec une petite tête d'écriture, un peu comme sur un vieux tourne-disque, et qui lance de l'information. Sauf que le disque, au lieu d'être un 33 tours, un 45 tours par minute, on parle de 5000 tours par minute. Donc, ça va excessivement vite et la petite tête d'écriture, elle ne dépose pas votre document à un endroit précis dans le document, elle l'atomise all over the place sur un des 3 disques. L'information est atomisée à la grandeur du disque. Pourquoi je vous explique toutes ces technicalités-là? Pour vous expliquer que quand vous essayez d'effacer un document, il n'est pas effacé. Il reste là tel quel sur votre disque dur jusqu'à temps qu'il y ait une autre information qui aille être déposée par-dessus. Mais là, comme je vous ai expliqué, votre document, il n'est pas tout à un endroit, il est éparpillé partout. Donc, statistiquement, les chances sont que même s'il y a un document qui va se déposer un petit morceau par-dessus, il va rester encore 95% de votre document ailleurs. Vous l'aviez tous noté, dans le fond, sans nécessairement vous en apercevoir, qu'un ordinateur, ça oublie rien. Le meilleur exemple, c'est Outlook. Avez-vous déjà remarqué comment, quand vous effacez un courriel, ça s'en va dans une corbeille? Puis là, il faut que vous effaciez le contenu de la corbeille pour que ça s'efface. Donc, vous effacez les éléments effacés. Là, ceux qui l'ont déjà fait par mégarde, vous savez peut-être que quand on va dans « Outils », vous pouvez restaurer les éléments effacés. Donc là, il faut effacer les éléments effacés. Puis là, quand on a fait ça, Outlook n'est plus capable de retrouver le courriel dans l'exemple que je donne. Mais mon disque dur, le courriel est encore dessus tel quel, jusqu'à temps qu'il y ait une autre information qui soit déposée par-dessus.